a une opération nationale, cette fois-ci, qui s'appelle Chantier l'automne, et c'est vrai qu'on recherche quand même un certain nombre de gens pour nous aider à maintenir des milieux naturels, qu'on dit ouverts, disons que plus propices à l'accueil de la faune et de la flore. Et ça, c'est intéressant pour un adhérent ou un bénévole, surtout qui est local et qui est à proximité du site, parce que ça lui permet d'agir concrètement, en fait, sur la nature, quoi. On sort de la théorie et là, on est vraiment dans la pratique. C'est exactement ça. Là, on offre vraiment aux gens la capacité d'intervenir et pour à la fois quelque chose qui est à proximité, mais finalement pour un réseau qui concerne une commune sur 10. Donc c'est quand même pas négligeable. Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire présente Conversation avec la nature, le podcast où chaque mètre carré compte et chaque parole porte. Aujourd'hui, épisode 6, Vie associative avec Antoine, chargé de communication et de la vie associative pour l'ensemble de la région. Un podcast présenté par Isabelle. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre tout dernier épisode de Conversation avec la nature, le podcast du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière mise en lumière. Donc, dans les épisodes précédents, on a parlé des actions du Conservatoire qui sont la connaissance, la protection, la gestion, la valorisation, l'accompagnement. Et aujourd'hui, place à la vie associative. Et pour nous en parler, nous accueillons Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. Donc Antoine, tu es chargé de communication et de la vie associative au Conservatoire. Et c'est vrai que depuis le début, on a parlé plutôt de terrain, d'actions, de gestion, de technique. Mais au fond, le Conservatoire, c'est avant tout une association. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est comme statut ? Enfin, qu'est-ce qu'une association ? Une association loi 1901, c'est une structure sans but lucratif par définition. Donc c'est pas une entreprise privée du secteur marchand, mais c'est pas non plus une structure publique comme des fois on nous confond avec, la région, Centre, Val-de-Loire, le département ou que sais-je. Donc on est bien une association de droit privé, certes, mais qui fonctionne démocratiquement avec une assemblée générale qui est pourvue de membres adhérents et un conseil d'administration, un bureau. Il y a tout un tas d'instances comme celle-ci et en plus tous ces membres, en tout cas que je viens de citer, eh bien ce sont des bénévoles. Il faut bien quand même le signaler. Et en plus, c'est vrai que cette association, elle est issue des mouvements de protection de la nature. Elle a été créée en 1990, mais il y a eu d'autres structures qui sont nées justement dans la même période et avec les mêmes objectifs, donc de type conservatoire d'espaces naturels. Et qu'est-ce que ça change pour nos actions concrètement d'être une association et pas une entreprise privée ou une structure publique ? Déjà, on a des instances bénévoles, on vient de le dire, et puis disons que notre but, c'est pas de vendre un produit, si ce n'est vendre quand même notre environnement et la nature et les espaces naturels. Et ce qui fait quand même notre spécificité, il me semble, je vais utiliser un mot entrepreneurial, mais on est un peu les leaders de la gestion d'espaces naturels. Et donc, et ce, dans un but quand même on n'est pas une entreprise publique, mais on a une mission qui est en lien avec le public d'intérêt général. Voilà. Et qui sont les gens qui s'engagent généralement à nos côtés ? Est-ce qu'il y a un profil type de bénévoles ou d'adhérents ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Alors évidemment, la seule chose qui revient chez toutes les personnes, c'est qu'elles aiment la nature, elles aiment leur environnement proche. Et puis, elles ne sont pas forcément naturalistes. Alors, il y en a quand même un certain nombre, puisque la plupart des bénévoles qui ont d'ailleurs contribué au développement de l'association sont des naturalistes. Mais on n'est pas obligé de l'être. Et d'ailleurs, c'est souvent plutôt des gens qui vraiment s'intéressent à leur environnement quotidien et qui ont compris aussi une chose bien spécifique, c'est qu'il n'y a pas d'espèces naturelles, que ça soit de la faune ou de la flore, sans espace. Pas d'espèce sans espace, c'est facile à se souvenir et pourtant, c'est pas une notion si simple que ça. Les gens qui s'investissent chez nous ont compris justement ce double intérêt, quoi. Et ils s'intéressent pas uniquement aux espèces, mais aux espaces naturels et ils comprennent que parfois il faut intervenir pour maintenir ou restaurer les espaces naturels.
Donc oui, je répète effectivement ce que tu as dit, on n'a pas besoin d'être scientifique pour être membre du conservatoire ou pour... Non, mais on n'a pas besoin d'être scientifique, et à la fois c'est vrai que y a un certain nombre de bénévoles qui au début, disons, tâtonnent un petit peu, hein, et se cantonnent à leur mission de surveillance, je pense aux conservateurs bénévoles, mais petit à petit, eh bien, ils apprennent, ils ont de plus en plus de connaissances, et donc ça va nous servir, nous bien sûr, mais puis ils vont devenir pas spécialistes, pas naturalistes, mais quand même avoir de très bonnes notions qui leur permettent de nous délivrer un certain nombre d'éléments indispensables pour nous. Quelqu'un qui souhaite s'engager, qu'est-ce que ça lui apporte d'être au conservatoire ? Ce que ça lui apporte, c'est vraiment d'agir concrètement pour la protection des espaces naturels. Disons que souvent, la plupart, ce sont des riverains des sites naturels que l'on préserve. Donc, disons qu'ils ont souvent un site de cœur qui est à côté de chez eux ou à quelques kilomètres. Et donc, ils se sentent, par un certain nombre en tout cas, investis d'une mission de protéger un petit peu leur environnement proche. Ça, c'est au niveau proximité, mais il y a quand même justement la force du réseau. On a quand même presque 200 sites, et donc on a l'impression de participer à une œuvre qui est un peu plus grande que le simple site à proximité. Et justement, quelles sont les activités qu'on peut leur proposer en tant que bénévole ? Alors, on peut proposer tout un tas d'activités. Alors, pour ceux qui ont justement la fibre naturaliste, eh bien, ça peut être des inventaires, par exemple, ou participer à des suivis scientifiques. Mais ça peut être aussi tout simplement de la surveillance d'un ou plusieurs sites, de nous remonter en fait des informations qu'on ne peut pas effectuer nous au quotidien parce qu'on ne peut pas être partout, et c'est quand même très important d'avoir des relais locaux. Après, il y a aussi participer à des stands. C'est vrai que c'est important pour nous de nous montrer à certaines manifestations, et donc pour cela c'est bien quand même d'être épaulé par des bénévoles qui ont l'intérêt justement de connaître l'association à leur niveau, mais qui vont peut-être plus facilement parler à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont proposées effectivement aux adhérents. Mais d'ailleurs, combien ça coûte une adhésion au conservatoire ? Alors ça coûte 15 €, je dirais, l'adhésion normale, classique, individuelle. Et puis en couple ou en famille, c'est 20 €. Mais après, toute personne qui a des difficultés peut adhérer pour 8 €. On n'est pas trop regardant là-dessus. Je voulais quand même revenir sur une chose importante à mon sens dans les actions que l'on peut mener, ce sont les chantiers, puisque je vous parlais des espaces naturels tout à l'heure et de leur gestion, de leur entretien. Eh bien, effectivement, on a régulièrement besoin de bénévoles pour entretenir la nature, en particulier à l'automne. On a une opération nationale, cette fois-ci, qui s'appelle Chantier l'automne, et c'est vrai qu'on recherche quand même un certain nombre de gens pour nous aider à maintenir des milieux naturels, qu'on dit ouverts, disons que plus propices à l'accueil de la faune et de la flore. Et ça, c'est intéressant pour un adhérent ou un bénévole, surtout qui est local et qui est à proximité du site, parce que ça lui permet d'agir concrètement, en fait, sur la nature, quoi. On sort de la théorie et là, on est vraiment dans la pratique. C'est exactement ça, parce que c'est vrai que là, on offre vraiment aux gens la capacité d'intervenir pour à la fois quelque chose qui est à proximité, mais finalement pour un réseau qui concerne une commune sur 10. Donc c'est quand même pas négligeable. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un moment fort ou une action qui t'a particulièrement marqué, qui a été menée par des bénévoles ? Je vais parler pas mal des chantiers, hein. Je préfère prévenir, mais c'est vrai que je me souviens d'une journée de bénévoles en Indre-et-Loire, à Saint-Parthène-Racan, sur une butte tourbeuse, hein, voilà, où on a dégommé de la moligny. Alors la moligny, c'est des espèces de tas d'herbes qui peut être un peu envahissante parfois. Et c'est vrai que c'était vraiment à la fois utile et joyeux qu'il y ait des salariés et des bénévoles qui apportent leur concours pour dégager cet espace. Et c'est vrai que c'est un moment qui m'a pas mal marqué. Et alors Antoine, ce lien avec les adhérents et les bénévoles, comment on le fait vivre au quotidien ? Vaste question, hein, évidemment. Enfin, disons qu'avec les adhérents,
Évidemment, l'outil le plus facile et que tout le monde utilise aujourd'hui, c'est le mail, l'infolettre, c'est bien. Et puis la présence justement à des manifestations, ce qu'on a repris quand même il y a quelques années de manière un peu plus importante. Mais donc il faut créer du lien et pour cela, il faut quand même un peu de convivialité, hein, je pense. Donc déjà quand même, moi je dis que le téléphone, ça reste quand même un lien qu'on a parfois un petit peu mis de côté et qu'il faut entretenir. Et je pense que c'est intéressant quand même de téléphoner régulièrement à nos adhérents ou à nos bénévoles pour savoir un petit peu comment ils vivent leur adhésion. Et puis un bénévole quand même, ça se rencontre en allant à proximité, sur le terrain. Je pense notamment aux conservateurs bénévoles qui ont disons une mission vraiment bien précise chez nous de surveillance. Il faut, je pense, régulièrement faire des points, mais là c'est du ressort de l'équipe technique en local. Et puis pour ma part, évidemment, il faut aussi organiser, je dirais, des réunions régulières qui soient à la fois des réunions où on va donner de l'information générale, donner aussi, essayer de savoir quel est le ressenti de nos bénévoles par rapport à ce qu'ils ont fait dans l'année, mais aussi peut-être se projeter sur quelles seraient les missions prioritaires pour l'année suivante. C'est le rôle d'ailleurs de certaines journées qui sont inscrites dans le marbre chaque année et pendant lesquelles on va parler de tout ça. Puis une fois par an, on a vraiment une journée des bénévoles, alors en particulier les conservateurs bénévoles, mais aussi on invite les administrateurs qui sont, comme je le disais tout à l'heure, bénévoles également. Et c'est un peu la grand-messe où on va parler de sujets généraux et puis aussi un moment vraiment convivial aussi, un moment où on va visiter un site naturel. On va essayer aussi de l'animer, je pense cette année avec des contes par exemple. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut de l'info régulière, il faut des temps de rencontre, il faut de la convivialité, tout ça, le lien humain, c'est indispensable, je dirais, pour garder le lien et trouver l'équilibre pour un bénévole entre engagement libre et puis utilité, je dirais, dans la structure. Et ton rôle, c'est vraiment être le lien entre les bénévoles, mais aussi en rapport avec les équipes salariées du conservatoire. C'est vraiment d'entretenir en fait ce petit noyau, quoi. C'est vrai, d'autant que comme on est une association qui est très professionnalisée, on a tendance un petit peu à oublier qu'il y a des bénévoles et que de temps en temps, ça serait bien de les appeler ou de les contacter quand il se passe des choses sur leur site. C'est un peu à minima. Mais dans l'autre sens, ça serait bien aussi, hein. Je reconnais que c'est pas toujours facile, mais c'est le sens de cette mission qui, je le précise aussi, possède un pendant bénévole, justement. On a un délégué des bénévoles qui assure aussi ce lien, mais d'une manière un petit peu différente, puisque lui-même est bénévole. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, crée quand même une sorte de dynamique collective. Est-ce que tu aurais un exemple en tête d'une action spécifique où des bénévoles ont vraiment fait la différence? Je vais citer quelque chose que je cite assez régulièrement. Les chantiers, disons, qui ont lieu sur le site des Grands Buissons, qui se situe dans le Loiret, cette fois-ci, pas très loin de la Loire à vélo, dans le Giennois. Et donc, chaque année, on a un de nos bénévoles qui organise 4 chantiers par an. À l'automne, je parlais déjà des chantiers. Il faut préciser qu'il s'agit d'un site qui est un coteau, donc une sorte de pente, qui est en pente, et qui était assez boisé, je dirais, à un moment donné, de par la déprise agricole, et qui a été progressivement, ouvert par des bénévoles, par des petits chantiers, 5-10 personnes maximum à chaque fois, mais qui permettent en fait réellement de faire revenir des orchidées en particulier. Ce qui est assez appréciable, c'est que ce bénévole va réinviter les bénévoles qui ont participé au chantier pour la période printanière, pour leur montrer justement quelles espèces
disons, ont pris de l'ampleur ou sont revenus justement sur ce coteau. Je trouve que quand même, c'est un beau résultat de voir ces espèces arriver. En plus, les orchidées ont vraiment un pouvoir de séduction qui est assez important. Donc ça, oui, c'est comme je disais, c'est hyper concret et du coup, ça donne envie aux gens de revenir parce que, en fait, la question, c'est comment tu fais revenir après les gens qui ont participé à ces chantiers et comment tu les engages sur du long terme, en fait. Ben oui, ça c'est un exemple assez typique et c'est vrai que, disons que le meilleur moyen de faire revenir les gens, que ce soit pour une animation ou surtout pour la gestion des espaces naturels, c'est de leur prouver que ce qu'ils ont fait a été quand même utile, évidemment. Et ça, c'est un travail un peu au long cours qui ne dépend pas que de moi. Je pense que là, c'est vraiment un travail où là, chaque personne a finalement un rôle à jouer pour que les adhérents et les bénévoles y trouvent leur compte. Et si quelqu'un nous écoute et se demande, et moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que tu peux lui répondre ? Moi, je pense que déjà, c'est pas mal de nous suivre à la fois sur les réseaux sociaux et puis sur notre site internet cen-centrevaldeloire.org parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources pour bien connaître le conservatoire et de ne pas hésiter à partager les informations que l'on donne parce qu'il y a beaucoup d'informations dans tous les domaines, que ce soit de la connaissance, de la protection, de la gestion, de la valorisation, qui méritent d'être un peu plus partagées et qui nous permettront d'être mieux reconnus et mieux connus. Ça, c'est la première chose que je dirais. Et en fait, je pense que pour ceux qui auraient vraiment de s'engager et qui n'osent pas le faire, moi j'ai envie de dire que s'engager, c'est une manière d'agir pour la nature à son échelle, à proximité. Donc voilà, venez, on ne fait pas peur et vous ne regretterez pas parce que vous aurez l'impression d'avoir agi concrètement pour la nature dans votre territoire. Eh ben, un grand merci Antoine d'être venu nous parler de la vie associative au conservatoire. N'hésitez pas à le contacter ou à nous contacter et n'hésitez pas à vous engager parce qu'on a besoin de vous. Et nous voici au terme de cette série de podcasts Conversation avec la nature, le podcast du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Donc merci à tout le monde de nous avoir suivis pendant ces différents épisodes. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le conservatoire. Un grand merci à Anaïs qui est à la technique, qu'on ne voit pas mais qui est derrière les caméras et qui est au montage. Et merci à tous nos intervenants qui sont venus nous parler avec passion de leur métier. Et parce que chaque mètre carré préservé compte, chaque geste également compte. Donc engagez-vous à nos côtés. Un grand merci et à très bientôt pour une prochaine saison de Conversation avec la nature. Cet épisode a été réalisé avec Isabelle Richardot à l'animation et notre invité Antoine Beck. Aux images, au montage, à l'habillage et à la voix, Anaïs Marot. Musique Nature Calls de folk acoustique, disponible sur Pixabay. Ambiance sonore enregistrée par Serge Grasset dans le cadre du projet Sonosilva. Pour en savoir plus sur les chantiers d'automne, rendez-vous sur www.réseau-cen.org. Et pour savoir comment agir avec nous, rendez-vous sur www.cen-centrevaldeloire.org. Un grand merci à l'ensemble de nos collègues du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. À très vite pour une nouvelle saison de Conversation avec la nature.